L'annuaire du compendium des femmes compétentes de Côte d'Ivoire a été remis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a pour objectif d'assurer la promotion des Ivoiriennes de tout niveau qui excellent dans les secteurs d'activité. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'ouverture au tribunal militaire d'Abidjan, l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, du procès de Jean-Noël Abbaye et Anselme Seka, deux officiers poursuivis pour des actes de violation lors de la crise post-électorale. La salle du cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire ouverte avec le don magique Ivoire. Cette salle qui revient avec une innovation en présence de l'épouse du chef de l'État Dominique Ouattara. Au Ghana, le bilan de l'explosion d'une station-service s'élève à près de 100 morts. Le drame s'est produit hier à Accra, la capitale ghanéenne. Ce sont les principaux titres de ce 20h à suivre également dans ce journal comme tous les jeudis. Le dossier proposé par le service Société de la rédaction. Dans ce dossier, il s'agira de savoir si la resocialisation est possible quand on séjourne en prison ou après la prison. La réponse dans une quinzaine de minutes. Le roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire, arrivé samedi dernier. À Abidjan, il y reçoit plusieurs personnalités ivoiriennes. Ce jeudi, Mohamed VI s'est entretenu avec Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération ivoiro-marocaine dans le domaine de l'information, mais surtout de la diplomatie parlementaire. Le compte rendu avec Léon Bro. Le président de l'Assemblée nationale reçu par le roi du Maroc, plus d'une demi-heure la durée de cette visite de courtoisie de Guillaume Soro à Sa Majesté Mohamed VI. Normal, le chef du Parlement ne peut rencontrer le souverain chérifien sans évoquer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. L'aspect de ces relations qui a le plus intéressé les deux hommes d'État concerne la coopération interparlementaire entre leurs deux pays. Ce que j'ai pu retenir et percevoir du discours de Sa Majesté, c'est vraiment le fort intérêt à travailler donc au renforcement et à la consolidation des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que je pars satisfait parce que Sa Majesté m'a rassuré quant à son engagement plein et entier à faire en sorte justement que la coopération sud-sud ne soit pas que de 20 mots, mais une réalité concrète. J'ai profité au nom de l'Assemblée nationale pour remercier Sa Majesté en ce qui concerne aussi un certain nombre de dossiers que Sa Majesté a bien voulu faciliter. Le président de l'Assemblée nationale est à sa deuxième rencontre avec le roi du Maroc en terre ivoirienne pour évoquer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Coopération dont l'excellence explique ce deuxième séjour officiel du roi Mohamed VI en Abidjan en moins d'un an. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce matin le tome 1 de l'annuaire du compendium des femmes compétentes de Côte d'Ivoire. Ce document a été également remis à Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est un programme initié à la demande du président de la République pour assurer la promotion des cadres ivoiriennes de haut niveau, des jeunes filles diplômées, des femmes de tout niveau qui excellent dans leur secteur d'activité. Maïsako. Les femmes seront plus représentées qu'elles ne le sont déjà à la primature. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan aux responsables du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a reçu ce jeudi une copie du premier numéro de l'annuaire des compétences féminines. Ce document comprend 1003 femmes classées par secteur d'activité avec des informations utiles sur leur domaine de compétences. Au niveau de la primature, le Premier ministre a embauché un nombre important de femmes. Nous demandons dans le quota, nous voulons un quota de 30%. Et je pense qu'il est un peu au-delà des 30%. Donc on doit vraiment lui remercier et compter sur lui pour qu'il puisse convaincre les autres décideurs à en faire autant. Il nous a rassurés par rapport au budget. Il nous a dit qu'il allait nous appuyer pour que nous puissions pérenniser cette œuvre. Après le Premier ministre, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a échangé avec les femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire dans les locaux de son institution. Il a lui aussi reçu une copie de la première phase de l'annuaire. Nous avons trouvé là
une occasion unique, n'est-ce pas, d'enrichir nos points de contact et par cette voie-là, faire en sorte que nos opérations et nos stratégies soient les mieux possibles collées à la réalité. Parce qu'à l'avenir, ce que nous comptons faire, c'est véritablement de travailler avec ce vivier fort intéressant en termes de consultance et en termes d'assistance dans ce que nous allons faire. D'autres décideurs politiques et économiques des secteurs publics et privés devraient disposer du premier annuaire des femmes compétentes. Cet outil de travail a été mis en place pour les amener à faire plus attention aux compétences féminines. Il vise à terme la réduction des inégalités hommes-femmes. La deuxième édition du prix Alassane Ouattara des jeunes entrepreneurs émergents a été officiellement lancée aujourd'hui. Ce prix a pour objectif d'ouvrir les portes de la vie active aux jeunes et de favoriser la création de richesses. Cette année, ce sont plus de 200 millions de francs CFA mis à la disposition de la jeunesse ivoirienne, une jeunesse qui fait des propositions, une jeunesse qui présente des projets rentables. Les temps forts de la cérémonie de lancement de cette édition 2015 du prix Alassane Ouattara avec Grace Kando. Contribuer à la réduction du taux de chômage et susciter l'esprit entrepreneurial en créant des emplois. Vision du chef de l'État. Le gouverneur du district d'Abidjan en fait sa préoccupation. Beugre Mambé a donc procédé ce jeudi au lancement du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce concours, qui est à sa deuxième édition, concerne les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Ils ont la volonté de réussir. Ce qui leur fait défaut, c'est l'accompagnement financier et institutionnel. Le gouvernement fait de très gros efforts dans ce domaine et nous qui sommes collectivités territoriales, nous devons accompagner le gouvernement pour bien réussir cette mission parce qu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Plus de 200 millions, c'est le montant qui sera réparti entre les jeunes sélectionnés pour la réalisation de leurs projets. L'année dernière, 20 projets ont été financés. Et selon le gouverneur du district d'Abidjan, les objectifs ont été atteints. Sur les 20 entrepreneurs que nous avons installés, près de 99%, 98% ont atteint plus de 70 à 80% de taux de réalisation. Il y en a qui sont en production. Il y en a qui seront en production dans une semaine. Et il y en a qui seront en production dans un mois. Bientôt, démarrage du concours du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Pour postuler, il faut se rendre sur le site www.abidjan.district.ci. La salle de cinéma de Sofitel Hôtel Ivoire dans le district d'Abidjan, à nouveau ouverte sous le nom de Majestic Ivoire. Cette salle renaît avec une innovation capitale, à savoir la projection de films en 3D. Une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous dit notre reporter Jérôme Kofi Abola. Dominique Ouattara au Sofitel Hôtel Ivoire, ce mercredi en fin de soirée. Elle y était pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de la salle de cinéma de l'hôtel. La première dame avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement. À la suite d'Isabelle Giordano, une personnalité du monde du cinéma, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, s'est félicité de la réouverture de cette salle entièrement rénovée après des moments difficiles dus à la crise en Côte d'Ivoire. Salle désormais appelée Majestic Ivoire. Selon le ministre, elle renaît en vue de la relance du cinéma en terre des Burnies. C'est à ce titre qu'il a rendu un vibrant hommage à la première dame Dominique Ouattara pour son implication personnelle. Pour sa part, la présidente de Children of Africa s'est dite heureuse de pouvoir contribuer à faire revivre le cinéma ivoirien, surtout pour la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureuse d'avoir assisté à l'ouverture du cinéma Majestic. Je pense que c'était important qu'un tel instrument pour la culture voit le jour. Donc je suis très heureuse et je félicite Monsieur le ministre de la Culture qui a beaucoup influencé ce projet. Le Majestic Ivoire, une salle ultra moderne avec comme innovation majeure la projection de films en 3D. Une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique, ce qui fait dire qu'après New York, Londres et Paris,
C'est au tour d'Abidjan de faire vibrer au rythme des émotions. Avec Majestic Ivoire, c'est donc une invite à entrer dans l'univers de ce qu'il convient d'appeler la ciné-révolution. Le DISCOP, rendez-vous international des professionnels de la production et de la diffusion des programmes audiovisuels, a pour invité d'honneur l'Afrique du Sud. Honneur rendu au cours d'un gala organisé par le ministère ivoirien en charge de la communication et les partenaires organisateurs de l'édition 2015 de DISCOP, ici à Abidjan. Franck Okwadio. Son du terroir ivoire, distillé en guise de mot de bienvenue. Des producteurs sud-africains et certains venus d'Europe conquis. Ce sont les invités du DISCOP Africa 2015. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à Johannesburg en novembre 2014, célèbre ses hôtes d'hier. Qu'au départ, DISCOP était une très belle idée à Johannesburg, en Afrique du Sud. De cette idée a germé la possibilité, n'est-ce pas, de l'organiser ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et au départ, on s'est dit, bon, écoute, on va l'organiser dans un petit format, 400 personnes, participants. Nous ne sommes pas très sûrs que nous aurions la possibilité d'atteindre ces 400 participants. Mais on va quand même essayer, voilà, on essaye. Et puis aujourd'hui, finalement, on a 612 participants. Plateforme d'échange et achat de contenu audiovisuel, le DISCOP reste avant tout l'école de l'expérience sud-africaine. 500 millions de dollars US générés par an et un PIB croissant grâce à la densité de la production audiovisuelle. L'Afrique du Sud reste ouverte sur le continent. C'est à ce prix que tous pourront tendre en matière de collaboration vers l'excellence. Un modèle dont veut s'inspirer la RTI, radio-télévision ivoirienne, heureuse d'accueillir pour la première fois le DISCOP. Distinguished guests from South Africa, I would like to say Sani Bonani. Bonjour et bienvenue à vous. Du divertissement, de la découverte culinaire, mais aussi les nouveaux programmes présentés en exclusivité aux visiteurs. Prochain rendez-vous, Johannesburg, en novembre prochain. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'ouverture au tribunal militaire d'Abidjan du procès de Jean-Noël Abéi et Anselme Seka Yapo. Ces deux officiers sont poursuivis pour des actes de violation de droits humains commis dans la période post-électorale 2010-2011. Abou Sanogo était à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Son compte rendu. État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire ce jeudi matin. La salle de conférence transformée pour la circonstance en salle d'audience criminelle. Nous sommes au procès des commandants Jean-Noël Abéi et Anselme Seka Yapo. Dans la salle d'audience, Anselme Seka Yapo et Jean-Noël Abéi, vêtus de chemises blanches, sont décontractés. Ils échangent avec leurs avocats. À l'ouverture du procès, le procureur militaire, le colonel Ange Benakessi Kwame, situe le cadre de ces audiences et rappelle l'intérêt de ce procès. C'est la marche de la justice traditionnelle. La justice traditionnelle, c'est celle qui, au sortir d'une crise comme celle que les Ivoiriens ont connue, sert à réconcilier les personnes. Elle a pour rôle de rechercher les criminels, de les traduire devant les juridictions pour qu'ils soient punis, pour qu'ils soient sanctionnés. Et pour permettre également aux victimes d'avoir réparation des souffrances et des dommages qu'ils ont subis. Le commandant Jean-Noël Abéi est poursuivi pour désertion à l'étranger avec complot, violation de consignes, détournement des deniers militaires, coups et blessures volontaires. Concernant le commandant Anselme Seka Yapo dit Seka, il est poursuivi pour assassinat, détournement de fonds publics en vue d'achat d'armes et de munitions de guerre, recrutement de mercenaires et entretien de milices. Outre ces deux commandants, 7 autres officiers de la gendarmerie nationale ont comparu pour violation de consignes. Après vérification de l'identité des accusés, l'audience a été renvoyée à mardi par le président du tribunal, Tahirou Dambélé, pour les débats de fond. Peut-on changer de comportement en étant en prison? Est-ce possible d'avoir une vie normale après la prison? Comment empêcher la récidive? Quel suivi pour les détenus? En clair, la resocialisation est-elle possible par la prison? Tentative de réponse dans ce dossier du 20h.
Autrefois, dans les sociétés africaines, il n'y avait rien qui puisse ressembler à une prison. Lorsque quelqu'un commettait un crime, on le punissait en l'excluant du groupe. Il était banni du village jusqu'à ce qu'il se repente. Aujourd'hui, les sociétés africaines ont copié le modèle occidental en instaurant les prisons. Ce sont des maisons closes appelées maisons d'arrêt et de correction ou encore pénitenciers dans lesquelles sont enfermés les déviants, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les règles de la société. La prison est créée pour rééduquer des incarcérés, donner une nouvelle vie à ces gens. C'est fait pour recueillir ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas respecté les lois de la société. On les met en quarantaine sociale pour avoir enfreint ces règles-là, pour leur montrer qu'il faut le faire, mais surtout pour les amener à comprendre que la vie en société est régie par des lois qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas uniquement de punir pour punir. Il s'agit, à travers la privation de liberté, d'amener l'individu à réfléchir sur comment est-ce qu'il pourrait se comporter pour pouvoir se remettre à nouveau dans la société. Le but de la sanction, notamment la détention, est de punir puis réinsérer le délinquant de la société, c'est-à-dire sa resocialisation. Or, en général, tout concourt à faire de la prison une école de récidive. Les enfants rentrent là-bas avec les contacts qui se font sur place et à la sortie, ils se reforment d'autres gangs et c'est les mêmes qui reviennent. Dans la cellule, il s'explique ce qu'il faisait quand il était là-bas. S'il a vu que ça rapporte, il va aller là-bas aussi. Un prisonnier qui fait 10 ans, 15 ans de prison, quand il ressort, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'activité, il ressort, il retombe encore dans ces mêmes délits. J'ai fait la prison 17 fois depuis 1996. J'ai fait la prison jusqu'à la dernière prison en 2009. Là-bas, il y a la drogue, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est la même chose comme au dehors. On est plus à l'aise parce qu'au dehors, nous sommes un peu plus pourchassés, nous sommes un peu plus poursuivis parce qu'à tout moment, il faut voler pour pouvoir avoir de l'argent, aller payer sa cam. Après avoir fait 17 fois la prison, aujourd'hui, Kablan est un homme repenti. Il est au service d'une ONG chrétienne. Un de ses patrons a même connu à 20 reprises l'univers carcéral. En clair, la prison ne produit pas toujours l'effet attendu. Que la personne, quelquefois, entre avec de petits délits, il sort de là-bas complètement de criminels. Moi, je ne veux pas dire que la prison ne fait pas son travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au lieu de la prison qui n'aident pas une personne à changer. Ces jeunes qui sont incarcérés n'ont pas d'activité au sein de la prison. En principe, on devait leur donner une éducation, mais cette éducation, ça n'existe pas. Pourtant, il arrive que la prison joue son rôle, celui d'éduquer et de resocialiser le déviant. Je suis conseiller en matière de commerce, mais mon confié des chantiers, moi j'étais destiné à prendre les marchandises en dehors de la prison pour faire rentrer, pour pouvoir distribuer ça aux détenus. Est-ce que ça vous a servi? Oui, franchement, je ne peux pas mentir, ça m'a servi. Les acquis qu'on pourrait avoir, on a une cinquantaine de détenus qui aujourd'hui travaillent. En tant qu'éducateurs spécialisés, nous devons les encadrer dans la prison, c'est-à-dire les mettre aux petits métiers qui n'existent pas. Par manque d'infrastructures, il n'y a pas de petits métiers, de cordonnerie, de menuiserie, de couture. Des ateliers comme ça pouvaient les occuper. Et après leur incarcération, on devait en principe prendre attache avec des structures pour pouvoir les insérer. La réinsertion, c'est familial, mais social, là, il n'y a pas de structure. Socialisation et resocialisation, la société est au cœur de ce processus, mais ce n'est pas toujours évident. Un mauvais regard, une mauvaise appréhension peut être pour l'ancien prisonnier une exclusion sociale fatale. Il s'est dit qu'il est fini, il n'a plus grand-chose à prouver, il est déshumanisé, tout le monde le regarde comme quelqu'un de violent, quelqu'un d'irrécupérable. La semaine passée, il a été conduit vers moi, un ancien détenu, qui est un enfant de la rue. Je suis allé le voir, il a la Riviera 2. Il vit dans un jardin. En saison pluvieuse, c'est difficile. Dans la rue, il y a trop de tentations. Il faut les accompagner. L'oisiveté, l'exclusion sociale, le rejet des parents conduisent souvent l'ex-détenu à commettre à nouveau des délits et se retrouve en prison. Selon les experts, ils sont 60% à récidiver. L'État ivoirien et des ONG tentent bien que mal de faire de la prison un lieu de resocialisation. En attendant, l'humanisation des pénitenciers est en marche.
L'exemple à San Pedro avec la pose de la première pierre de la maison d'arrêt et de correction qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, à elle seule, compte plus de 5000 pensionnaires pour une capacité d'accueil de 1500 places prévue lors de sa création en 1980. Et pour être complet, sachez que selon des statistiques internationales, plus de 50% des détenus sortent sans argent, ni emploi, ni toit. Selon toujours des statistiques internationales, eh bien, environ 60% des anciens détenus auront de nouveau affaire à la justice et retourneront en prison dans les 5 ans suivant leur libération. Triste constat. Il faut tout simplement inverser cette tendance. De la politique nationale à présent, commençons par la réunion de mobilisation des délégués départementaux et communaux du RHDP. Objectif, l'élection présidentielle d'octobre prochain. Abou Sanogo. Créer une synergie d'action entre les cadres des différents partis politiques du RHDP au plan local, former et informer la base du RHDP, élaborer les programmes d'activité de coordination locale sont entre autres les objectifs de la rencontre entre le président du directoire du RHDP et les responsables départementaux et communaux du RHDP. Pour atteindre ces objectifs, le président du directoire, Maurice Kakugikawe, annonce des missions qui seront organisées par le RHDP. Ces missions qui auront lieu du vendredi 12 au samedi 14 juin 2015 dans les départements et les communes du district d'Abidjan seront ponctuées par des meetings qui réuniront tous les militants du RHDP de chaque département ou de chaque commune d'Abidjan le samedi 13 juin 2015. Maurice Kakugikawe a également appelé les responsables de base à s'impliquer dans la sensibilisation des militants sur l'importance de la révision de la liste électorale. Le temps qui nous reste est très court. Que chaque parti politique sensibilise ses bases au recensement, mais que les coordinations se retrouvent en réunion de concertation locale pour évaluer les différentes performances et surtout lever ensemble les obstacles qui pourraient se présenter au niveau de cette opération. Et vous a demandé de mutualiser vos expériences pour la réussite de cette opération. Pour le directoire du RHDP, tous les maires des communes du district d'Abidjan sont désignés d'office coordinateurs. Autre activité politique, l'Alliance des forces démocratiques, une coalition de partis de l'opposition, était ce jeudi face à la presse nationale et internationale pour parler de la situation politique en Côte d'Ivoire. Il a été surtout question de l'organisation de l'élection présidentielle à venir. Compte rendu, Léon Beau. À 4 mois de l'élection présidentielle, le processus électoral inquiète l'Alliance des forces démocratiques, en abrégé AFD, à l'origine des faits de fraude sur la carte nationale d'identité selon Pascal Affi-N'Guessan. Le président de l'AFD indique entre autres la saisie récente de 500 000 cartes nationales d'identité au corridor de Gagnoa, la distribution des CNI issus des opérations électorales de 2010 sans règlement préalable de contentieux sur la question. De plus, Pascal Affi-N'Guessan estime trop élevé les 5 000 francs CFA le coût d'établissement du certificat de nationalité pour l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale de 2015 et insuffisant les 2000 centres ainsi que les 30 jours délai de la révision de la liste électorale. L'AFD fait alors des propositions. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur le scandale des 500 000 cartes nationales d'identité frauduleuses, appelle au respect strict des dispositions légales régissant la procédure de délivrance des cartes d'identité en Côte d'Ivoire. Demande que le certificat de nationalité devant servir à l'enrôlement sur la liste électorale de 2015 soit délivré gratuitement afin de faciliter l'inscription de tous les ayants droit, l'augmentation du nombre de centres d'enrôlement et une meilleure répartition de ces centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. À la question de savoir si les dysfonctionnements du processus électoral relevés par l'AFD constituent un obstacle à sa participation aux élections de 2015, la réponse de l'Alliance, c'est non. Ces problèmes ne conditionnent pas notre participation, mais constituent des défis qu'il faut relever pour que le processus électoral soit crédible.
Cette analyse de la situation politique nationale et du processus électoral en particulier, l'Alliance des forces démocratiques la juge indispensable en ce que sa prise en compte va contribuer à la levée des obstacles à la tenue d'élections inclusives, libres et transparentes qui consolident la paix. La conférence des présidents et candidats de la Coalition nationale pour le changement a rencontré mardi dernier le sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Il s'est agi pour la coalition de l'opposition d'échanger avec Edmond Moulet sur les questions relatives à la réconciliation nationale, à la sécurisation de l'élection présidentielle. Gabriel Zanilou. Une délégation de l'ONU composée de la représentante spéciale Aïchatou Mendaoudou et d'Edmond Moulet, sous-secrétaire en charge des opérations de maintien de la paix, a recueilli les avis de la Coalition nationale pour le changement. La réconciliation nationale, la sécurité autour de la présidentielle, voilà les points abordés. Une chose est certaine, selon le porte-parole de la CNC, la coalition ne boycottera pas l'élection d'octobre. Nous allons bel et bien participer à ces élections, à une condition, que les conditions de ces élections soient réunies, c'est-à-dire une sécurité pour tous les candidats, une sécurité pour tous les Ivoiriens, une sécurité sur l'ensemble du territoire, une liste électorale fiable, consensuelle et une CEI qui soit véritablement indépendante comme le consacre la Constitution ivoirienne. La coalition est heureuse de cette consultation de l'ONU. Cette rencontre est un signe de bon augure et traduit la volonté de l'organisation onusienne de considérer les suggestions et préoccupations des forces politiques ivoiriennes pour une présidentielle apaisée dans le pays. Autre actualité, la Côte d'Ivoire abrite demain la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et des océans, les 5 et 8 juin prochains dans les villes de Boisflé et de Dabou. Les enjeux de ce rendez-vous sur la préservation de notre environnement ont été présentés à la presse nationale et internationale. Le point avec Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire, pays hôte pour les célébrations régionales des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Le pays a été retenu par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Des célébrations pour attirer l'attention du public sur l'importance de la préservation de l'environnement et des océans. Cette année, le thème qui a été proposé pour la Journée mondiale de l'environnement, c'est 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons modérément. Nous l'avons décliné au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce thème, 25 millions de rêves, une seule Côte d'Ivoire. Adoptons des éco-gestes pour un développement durable. Océan sain, planète saine. C'est ce thème que nous avons conservé pour célébrer la Journée mondiale des océans. Le principal message que le PNUD ou l'UNEP voudrait faire passer en cette journée, c'est vraiment d'inviter chacun de nous à imaginer ce que serait le monde aujourd'hui si chacun de nous, qui faisons partie des 7 milliards de personnes qui peuplent cette planète, apportait un changement positif dans la manière dont nous consommons les ressources naturelles. C'est à Boisflé, dans la région de la Maraoué, que sera célébrée le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Elle sera suivie de la Journée mondiale des océans le 8 juin à Dabou, région des Grands Ponts. En plus de ces célébrations officielles, une caravane de sensibilisation des populations sur l'adoption de comportements éco-citoyens jusqu'au 20 juin 2015. Je vous l'annonçais dans les titres, au Ghana, le bilan de l'explosion d'une station essence s'élève à près de 100 morts. Le drame s'est produit hier, mercredi, à Accra, la capitale. Horreur, tristesse et drame à proximité du rond-point Kwame Nkrumah dans le centre d'Accra, au Ghana, au soir du mercredi 3 juin. L'incendie d'une station-service a provoqué environ une centaine de morts. Plusieurs dégâts matériels, dont des dizaines de motos et même un bus stationné à proximité, selon la police et la coordination de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Au dire des habitants du quartier, cette station-service était en permanence remplie de personnes cherchant à s'abriter en cette saison de grandes pluies. Des pluies qui ont tout inondé dans l'environnement de la station. Selon un témoin, l'inondation est à l'origine de l'incendie. Un incendie qui s'est propagé en touchant les pompes à essence. Conséquence, des dizaines de morts, dont des victimes par noyade qui tentaient de fuir les flammes.
L'armée, la police, les pompiers et l'Agence nationale de secours ont été déployés sur les lieux. Et ce jeudi, le président ghanéen John Dramani Mahama est allé sur le lieu du drame. Il a qualifié de catastrophique ces pertes humaines. Face donc à cette situation de tristesse, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé ce message à son homologue ghanéen. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la terrible explosion survenue dans une station essence, occasionnant d'importantes pertes de vie humaine et de nombreux blessés. Partageant la douleur du peuple frère du Ghana, le peuple et le gouvernement ivoirien, se joignent à moi pour présenter à votre Excellence, au gouvernement et aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées. En prélude à l'ouverture du procès d'Hissène-Habré à Dakar le 20 juillet prochain, les chambres africaines extraordinaires qui doivent le juger ont procédé hier à l'interrogatoire d'identité de l'ancien président tchadien. Hissène-Habré est resté tout simplement muet face aux juges de ces chambres de justice. Inculpé notamment pour crimes contre l'humanité, Hissène-Habré ne reconnaît pas l'autorité de ce tribunal créé par un accord entre l'Union africaine et le Sénégal. À la fin de ce 20h, merci de nous avoir suivis.